Le crépuscule de la cité de pierre. L'année 1429 pesait sur la France comme un linceul de plomb. À Orléans, les cloches ne sonnaient plus pour les mariages ou les baptêmes, mais pour annoncer la chute d'un nouveau bastion ou le trépas d'un énième défenseur. La Loire, autrefois artère vivante du commerce, était devenue une barrière de fer et de sang. Autour des hautes murailles de pierre, les armées anglaises encerclaient la ville, transformant la cité en une prison à ciel ouvert. Derrière les remparts, la faim était une présence physique, une bête invisible qui rongeait les estomacs et éteignait les regards. Le silence des ruelles n'était interrompu que par le craquement des incendies lointains ou le gémissement du vent dans les charpentes vermoulues. Dans cette atmosphère de fin du monde, la terreur de la mort n'était plus une émotion, mais un habit quotidien. C'est dans ce décor de désolation que vivait Adélaïde. Logée dans une masure penchée de la rue des Vieilles Halles, elle représentait à elle seule la résilience de la ville. Son mari, un tailleur de pierre qui avait aidé à fortifier les portes de la cité, était tombé dès les premiers mois du siège. Il ne lui restait que Mathis, un enfant de 7 ans dont la peau était devenue aussi pâle que le lait, et dont les yeux semblaient refléter un monde que les vivants ne pouvaient plus voir. Mathis mourait, non pas d'une blessure de guerre, mais de cette langueur qui saisit les enfants privés de soleil et de pain. Le sanctuaire des martyrs. Chaque jour, alors que les bombardes anglaises faisaient trembler le sol, Adélaïde portait son fils dans ses bras affaiblis. Elle ne se rendait pas sur les remparts pour encourager les soldats, ni sur la place du marché pour mendier quelques racines. Elle descendait, sous la vieille église Saint-Aignan, dont les fondations plongeaient dans les racines mêmes de l'histoire gauloise et romaine de la ville, se trouvaient des cryptes oubliées. Là, parmi les tombes séculaires des anciens martyrs et les sarcophages de pierre couverts de mousse séchée, Adélaïde cherchait un remède que le monde des vivants ne pouvait lui offrir. Les yeux d'Adélaïde brillaient d'un espoir étrange, presque fiévreux. Elle passait des heures à murmurer aux dalles froides, persuadée que les anciens protecteurs d'Orléans, ceux qui avaient survécu aux Huns et aux invasions barbares, ne laisseraient pas un enfant innocent s'éteindre dans l'obscurité. Elle allumait une petite lampe d'argile, une flamme vacillante qui semblait projeter des silhouettes dansantes sur les murs de calcaire. Les ombres de la faim. Pourtant, à mesure que la nuit tombait sur Orléans, la mystique de l'Église laissait place à une horreur plus concrète. La rumeur courait parmi les survivants que la ville était hantée par « les ombres de la faim ». On disait que les âmes de ceux qui avaient péri durant le siège, trop attachés à leur foyer pour partir, erraient dans les courants d'air froid des rues étroites. Une nuit particulièrement oppressante, le destin d'Adélaïde bascula. Le ciel au dehors était d'un rouge charbonneux, signe que les faubourgs brûlaient. À l'intérieur de sa chambre, le silence fut soudain brisé par un bruit cristallin. Les vieux miroirs, héritage de sa famille, se fissurèrent simultanément, leurs éclats tombant au sol comme une pluie de glace. Un froid surnaturel envahit la pièce, figeant l'haleine d'Adélaïde en de petits nuages blancs. C'est alors qu'elle l'entendit, une voix, sourde et lointaine, semblant provenir du dessous des lattes du plancher. C'était la voix de son défunt mari. Elle n'appelait pas au deuil, elle appelait à la fuite. Elle l'appelait vers le sous-sol. La descente vers l'inconnu. Saisissant Mathis et sa petite lampe d'argile, Adélaïde s'engouffra dans la trappe qui menait au tunnel souterrain reliant sa maison aux anciennes galeries de la ville. Le suspense montait à chaque marche descendue. L'obscurité était totale, palpable, mais Adélaïde sentait qu'elle n'était pas seule. Dans ces tunnels étroits, des milliers d'ombres floues commencèrent à émerger des murs. Elle n'avait pas de visage, seulement des formes mouvantes qui semblaient absorber la faible lumière de sa lampe. Adélaïde serra son fils contre elle, le cœur battant à tout rompre. Était-ce la fin? Les ombres de la faim venaient-elles réclamer leur dû? Soudain, un fracas assourdissant secoua la terre. Le plafond du tunnel laissa filtrer de la poussière et des cris de terreur. À travers une meurtrière de cave, Adélaïde vit l'horreur atteindre son paroxysme. Les remparts avaient cédé. Les armées ennemies déferlaient dans les rues, le fer à la main, le feu ravageant tout sur son passage. La ville haute n'était plus qu'un brasier et un abattoir. Le tournant, les protecteurs silencieux. C'est à cet instant précis que le miracle, ou la révélation, se produisit. Les ombres qui s'avançaient vers elle ne l'attaquèrent pas. Elles ne tendirent pas des mains crochues pour la déchirer. Au contraire, elles se placèrent en une haie d'honneur silencieuse.
Adélaïde comprit, dans un élan de lucidité émotionnelle, que ces ombres n'étaient pas des démons de la faim, mais les esprits de tous ceux qui avaient aimé Orléans avant elle. C'étaient les anciens protecteurs, les gardiens de la cité, surgis des profondeurs de l'histoire pour protéger le futur de la ville, représenté par son fils malade. Une main d'ombre, immatérielle mais d'une chaleur rassurante, sembla lui indiquer une direction. Guidée par ces spectres bienveillants, Adélaïde s'enfonça plus profondément sous terre, vers un passage secret oublié de tous, menant bien au-delà des lignes ennemies, vers les rives cachées de la Loire. L'aube de la Puchelle et l'absence. Le lendemain, le paysage d'Orléans avait changé à jamais. Dans un fracas de trompettes et un éclat de bannières blanches, Jeanne d'Arc, la Puchelle, entrait dans la ville libérée. Le siège était levé, les Anglais battaient en retraite, et le soleil se levait enfin sur une cité qui pouvait recommencer à respirer. On chercha Adélaïde et Mathis. On fouilla les décombres de leur maison, on interrogea les voisins. Mais ils étaient introuvables. On ne retrouva aucun corps dans les ruines calcinées, aucune trace d'eux dans les registres des survivants. La seule chose que les soldats trouvèrent en explorant le vieux sous-sol de l'église, ce fut une petite lampe d'argile. Contre toute attente, elle restait allumée, sa mèche brûlant d'une flamme stable malgré l'absence d'huile. Et sur le mur de pierre vive, là où la lumière frappait le calcaire, deux ombres restaient gravées à jamais. Celle d'une mère protectrice et celle d'un enfant enfin guéri, marchant main dans la main vers une lumière que personne d'autre ne pouvait voir. Épilogue. L'héritage des murs. L'histoire d'Adélaïde et Mathis devint une légende urbaine, murmurée par les maires d'Orléans aux générations suivantes. Elle enseignait que dans les moments les plus sombres, lorsque tout espoir semble s'être envolé, les choses qui nous effrayent le plus, l'inconnu, l'au-delà, l'invisible, sont parfois notre dernier rempart. Aujourd'hui, Orléans est toujours debout, fier et moderne. Mais si vous vous promenez tard le soir près des vieux quartiers, là où les pierres sont les plus anciennes, prêtez l'oreille. Dans le sifflement du vent entre les maisons à colombages, on peut encore entendre les soupirs de gratitude et les récits d'espoir de ceux qui nous ont précédés. Car une ville n'est pas faite que de briques et de mortiers, elle est faite des âmes qui ont refusé de l'abandonner. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin. Si mon univers vous plaît, je vous invite à rejoindre notre belle communauté en cliquant sur le bouton s'abonner. Pensez à activer les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Votre soutien est ma plus grande motivation, alors merci pour chaque abonnement et chaque partage.